Oui, je reçois ce matin l'animateur Mathieu Delormeau pour un livre que vous venez de publier. Mathieu, où vous racontez dans les moindres détails les 2 années très difficiles qui viennent de s'écouler, 2 ans où la drogue vous a absolument tout pris, votre carrière, votre santé, vos amis, votre famille, votre dignité aussi par moment. Vous avez failli y laisser votre vie même, on peut le dire. Bien sûr, oui. Parce que les quantités dont vous parlez, les quantités de drogue dont vous parlez, les quantités de médicaments Bien sûr, dont vous parlez, on se dit, il y a un moment où le cœur doit lâcher, c'est pas possible. Bon, je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont sauvé, ce que m'a dit mon psychiatre. La première, c'est que ça n'a duré entre guillemets que 2 ans et demi. Donc, bon, vaut mieux se droguer beaucoup, c'est pas un conseil, beaucoup pendant 2 ans que de temps en temps pendant longtemps. L'organisme réagit comme ça, ce que je ne savais pas. C'est comme les cigarettes, vaut mieux fumer 2 paquets par jour pendant 3 ans et arrêter que 5 clopes par jour. Tout ça, je ne savais pas. Et effectivement, oui, ce qui m'a sauvé aussi, je pense, c'est que avant ça, j'avais une hygiène de vie incroyable. Ouais. Le sport, pas d'alcool, pas de cigarettes, je mangeais pas gras. Voilà, peut-être que si j'avais pas eu ce passé, mais c'est vrai que j'ai quand même fait une grosse overdose, je me suis retrouvé avec des pompiers et tout. Oui, c'est après coup que je me rends compte. Pour une consommation très forte de cocaïne et d'un autre produit qui s'appelle le GHB. Alors moi, je pensais que c'était la drogue du violeur, le GHB. J'avais ça en tête, une substance qui endort. Mais vous la preniez en complément de la cocaïne. En fait, c'est très simple. On appelle ça la drogue du violeur, alors que plein de gens en prennent même la journée, parfois, ou le soir, parce que ça va bien. On appelle ça la drogue du violeur pour une simple raison, c'est que si vous la dosez mal, mais vraiment, ça se prend par millilitre, à 2-3 millilitres près, effectivement, la personne collapse, boum, tombe dans les pommes pendant 4 heures. Alors, elle meurt pas, mais elle tombe complètement. Vous pouvez passer la compagnie créole dans l'appartement, et donc on dit la drogue du violeur, parce que les gens, en général, voient un mec un peu mignon ou une fille, ils mettent un peu de ça dans le verre, la personne s'évanouit, et pendant les 3 heures où elle est évanouie, soit ils piquent l'appartement, soit ils passent à 15 dessus, ils la violent et ils s'en vont. C'est pour ça qu'on appelle ça. C'est pour ça que Et vraiment... vous en serviez pourquoi alors ? Moi, je m'en servais parce que c'est une drogue qui donne un sentiment de bien-être. Vous touchez le corps de quelqu'un, ça vous fait des sensations incroyables. Je sais pas, vous êtes bien. C'est un peu. Comment vous dire Je veux pas vendre ce truc, mais est-ce que vous vous souvenez quand vous allez vous faire opérer ? Oui, quand on part dans les vapes. Avant, c'est chaud, vous êtes bien. C'est ça un peu. Et pour pas s'endormir, toutes les drogues quasiment sont couplées. C'est ça le problème aussi. Quand quelqu'un vous dit de prendre de la cocaïne, vous êtes sûr qu'il prend de l'alcool à côté. Moi, c'était pas d'alcool, c'était du GHB. Mais en général, on couple toujours les drogues. Prenez de la cocaïne pour tenir toute la nuit et le GHB pour l'effet cool. Mais si vous prenez que la cocaïne, vous n'avez pas l'effet cool, mais vous êtes excité, et que le GHB, vous avez l'effet cool, mais vous dormez. Voilà. Sauf que vous, la cocaïne, c'était pas juste pour tenir la nuit, c'était toute la journée, à une époque même toutes les 20 minutes. Et vous ne faisiez plus que ça de vos journées. Vous ne sortiez d'ailleurs plus du tout de chez vous. Non, plus du tout. Plus du tout. Et c'est là aussi que c'est très compliqué, c'est que parce qu'il faut essayer de comprendre et expliquer aux gens, mais sans les dégoûter. C'est que c'est l'après. Quand vous êtes pendant 2 ans et demi totalement covidé, je crois que je suis sorti 2 ou 3 jours de chez moi, c'est tout. Vous faisiez tout livrer. Tout livré, tout chez moi, les rideaux fermés, je sais pas si c'était le jour, la nuit, le jour me faisait peur, mon téléphone était sur mode avion, j'ai pas ouvert un mail. Il y avait des huissiers, j'ouvrais pas la porte. J'avais compris la phrase quand un huissier frappe, je le dis aux gens, c'est un huissier frappe, il commence toujours par cette phrase, bonjour, vous êtes Mathieu Delormeau ? Faut pas répondre oui. Si vous répondez oui, très bien, maître machin, huissier. Vous dites non. Ah, maître machin, il revient quand ? Aucune idée, il habite plus ici. Bim. Mais les proches venaient pas vous voir, venaient pas toquer à la porte, les amis, Non, parce que vous devenez tellement malin quand vous êtes drogué que vous avez toujours une excuse quoi. Les gens voient pas arriver, ils sont dans leur boulot, tout ça. Vous savez, c'est aussi bête que vous savez quand vous regardez un journal et que vous interrogez des voisins sur le micro-trottoir, mais on comprend pas, il disait bonjour, au revoir, il était adorable avec ses enfants. Oui, mais vous êtes un personnage public, vous croisez des centaines de gens. Télé, tout ça. Moi, j'avais arrêté la télé, moins de l'année d'avant. Oui, mais vous aviez des amis quand même. Moi, c'est ça qui m'a paru fou, c'est votre extrême solitude, Mathieu. C'est vrai, qui était déjà un peu... J'ai pas beaucoup de copains, j'ai des amis. J'avais 4-5 très bons amis. Vraiment, c'est vrai que je suis pas très small talk, pote, tout ça, moi. Donc c'est vrai, et c'est vrai que ces amis-là, j'ai commencé à moins les voir, ils travaillaient, ils avaient leur vie, et puis j'avais toujours des bonnes excuses, et puis après, comme je devenais un peu agressif, on s'est un peu pris la tête, il y avait des raisons d'eux. Non, j'avoue que je pense que ça aurait pu continuer, peut-être encore. Alors, je vois bien que ça commençait à circuler un peu les rumeurs, quand même. Ouais, voilà, ils se doutaient. Mais quand on me posait la question, je niais. Et le sous-titre de votre livre, c'est « Il a suffi d'une fois ». Et vous y racontez cette première fois, cette première vraie fois. Et ce qui est fou, c'est que ce sont en fait des médecins qui vous initient à la drogue. Oui, bien sûr. C'est fou, je pensais pas qu'en disant ça choquerait autant. Tout le monde m'en parle. Ah oui, c'est incroyable quand même. Deux médecins. Ce qui est très important de dire, c'est que l'autre jour dans TBT9, je crois que c'est Raymond qui m'a dit « Mais tu sais, Mathieu, en même temps, la cocaïne, tout ça, bon, c'est bien, mais
Là, tu parles vraiment à une niche des gens riches et tout. Non. J'adore Raymond, j'adore Cyril, mais on voit que ça fait longtemps qu'ils sont pas allés en boîte. Et moi, malheureusement, pendant 2 ans, je sortais chez moi. Mais rencontrer des gens qui venaient dans mon appartement pour faire la fête, ça a été ma vie pendant 2 ans. Donc je peux vous dire que ça a été du journalisme d'investigation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, non. Un jeune qui va en boîte de nuit, c'est 12 € le verre. Il se prend 4 verres pour s'amuser, c'est 40, l'entrée 50, 60. Ils achètent aujourd'hui un petit pochon de 3 MMC qui est de la drogue de synthèse sur Internet, ça vaut 10 €. Et avec 10 €, ils sortent à 4 en se défonçant toute la nuit pendant 48 heures. Évidemment, moi dans mon appartement, quand je fais des soirées, j'ai eu des ministres, j'ai eu des députés, j'ai eu des policiers, des ambulanciers, des médecins. Mais les médecins me disaient, mais Mathieu, quand tu vas dans un hôpital public et que tu as une blessure, c'est les internes qui te reçoivent, c'est pas les chefs-chefs. Les chefs-chefs, c'est s'il y a un problème. Mais nous, les internes, on n'est pas à Chicago. Il n'y a pas un mec qui vient toutes les nuits avec une main ouverte. On est dans la salle à côté, on s'emmerde, on tape. C'est pas possible. Bah oui. Et donc, ce sont des médecins qui vous initient au cours d'une soirée, une soirée sexe, chemsex, comme on dit, voilà, et qui vous en laissent aussi le lendemain, qui vous disent, on t'en laisse un petit peu pour éviter que la descente soit trop rude, quoi. Bah, c'est un double drame parce que je pense que ce serait pas des médecins, j'aurais pas accepté. Moi, un mec qui me sort une petite pipette comme ça, qu'on me met un truc dans mon verre que je connais pas, j'aurais dit non. Mais là, c'est vrai qu'il y avait un urgentiste, un anesthésiste. Enfin, je sais pas, c'est médical, quoi. C'est comme les gens qui fument, que c'est des plantes. Ah bon. Mais et vous saviez ce que vous faisiez quand même. Bah, du coup, pas à ce point-là. Ah ouais. Médecin, il bossait 2 jours après. Et surtout, vous tombez accro très vite. Voilà, il est là le problème surtout. C'est que malheureusement, sans le savoir, j'avais déjà des failles énormes à ce moment-là. Et je me suis pas rendu compte que cette drogue était la drogue parfaite pour aller enlever mon anxiété et tout ça. Donc j'en ai repris un petit peu le lendemain parce qu'il m'avait juste dit, pour éviter la descente, t'en reprends un peu le lendemain et après c'est fini. Sauf que ça n'a jamais été fini. Et puis surtout parce que ça arrive à une période de votre vie où ça allait moyennement, votre vie de couple était un peu plan-plan, vous vous ennuyez un peu, à la télé, TPMP, ça vous amuse moins qu'avant, vous avez l'impression d'avoir fait un peu le tour, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et je ne me rendais pas compte, surtout qu'en fait, et mon copain qui était un peu sérieux, et le boulot, en fait, c'était vraiment deux soupapes qui me tenaient dans la vraie vie et que j'étais en suractivité de 9h à 22h tous les jours. Et là, j'ai fait sauter toutes les soupapes. Et alors là, avec mon anxiété, mes soucis, tout m'a pété à la figure parce que il faut bien dire quelque chose aux gens. La drogue, c'est très bon. J'ai un copain qui un jour m'a dit, j'ai essayé une fois la drogue et j'ai tout de suite arrêté parce que j'ai compris le problème. C'est très bon. Ça enlève en 3 secondes toutes tes anxiétés, tous tes problèmes. La première année, c'est exceptionnel. La deuxième année, c'est un enfer. Mais il y a un médecin qui vous dit tout ce qui est bon et pas bon. La drogue, c'est bon, c'est pas bon. La cigarette, c'est bon, c'est pas bon. Le gras, c'est bon, mais c'est pas bon. Nutella, c'est pas bon, donc c'est bon, donc c'est pas bon. Le poisson, c'est pas bon, donc c'est bon. Les brocolis, c'est pas bon, donc c'est bon. Ouais. Oui, non, et puis vous le payez très cher derrière. C'est surtout ça qu'il faut dire, c'est que c'est bon sur l'instant, mais après vous le payez 1000 fois derrière, quoi. Ouais, c'est même pas 1000 fois, c'est 1 million de fois derrière. Derrière, c'est réapprendre à vivre. Moi, aujourd'hui, je suis en rééducation. Exactement comme si, après un accident de voiture, on m'avait enlevé une jambe. Alors au début, il y a l'acceptation. Quand tu travailles le matin et que t'as un membre en moins, t'es en panique, t'es en dépression. Et puis après, t'as pas tellement de choix, quoi. Donc t'es en rééducation, il faut que tu refasses une vie. Mais ma vie ne sera plus jamais celle d'avant. Jamais, jamais. C'est de la rééducation. Mais pour vous donner un seul exemple, parce qu'il faut être un peu concret maintenant qu'on a tout dit, mais hier, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais c'est arrivé. On parlait tout à l'heure avec le jeune homme qui était là, avec Julien. Julien, du patron qui comprend pas l'anxiété. Je vais pas lui en vouloir à ce patron. Il y a 5 ans, j'aurais réagi comme lui. Mais hier, je ne sais pas pourquoi, c'était un dimanche, j'étais seul sur mon canapé. Vers 11h du matin, j'ai commencé à avoir une espèce de crise de panique. Et tu transpires sur ton canapé, t'es mal, t'es en panique. Et moi, je prends plus d'anxiolytiques. Donc j'essaie de résister. J'allais à la fenêtre, j'essaie de regarder autre chose, de regarder un film, de pas appeler mon psychiatre. C'est passé au bout d'une demi-heure. Mais il faut passer cette demi-heure-là. Il faut passer. Et pas craquer. J'ai dit à mon médecin, ça fait plusieurs mois maintenant. Et je vais être honnête avec vous, la guérison totale, c'est 2 ans à peu près. 2 ans à peu près. Et c'est vrai qu'il ne faut pas recraquer. Le plus dur, c'est ce que vous dites, c'est le sevrage médicamenteux, en fait. C'est de se passer des médicaments. Exactement. C'est encore plus dur que de se passer de la drogue. Exactement. Je sais qu'il y a des psychiatres qui vous soignent avec des anxiolytiques et d'autres sans. Moi, on m'avait proposé sans. Évidemment, je trouvais ça trop dur. J'insultais le médecin au téléphone, j'en prends un autre. Tu deviens agressif. Vraiment, quand tu es en manque, ton médecin en face de toi, faut pas qu'il soit en face de toi, faut qu'il ait des barreaux. Mais c'est vrai qu'au début, on te gaffe tellement d'anxiolytiques qu'une fois que tu as fini le sevrage de drogue et que tu attaques le sevrage médicamenteux, c'est le pire.
Les drogues, c'est les médicaments, mais c'est ce qu'il y a de pire. La drogue, ça s'appelle Addiction, c'est aux éditions Le Duc. Et vous parlez un peu de télé aussi dans ce bouquin. Vous l'écrivez, à 30 ans, on me prédisait la carrière des plus grands. Elle ne s'est jamais concrétisée. Et vous dites avec un peu de recul que c'est parce que vous avez tout accepté, que vous n'avez pas forcément fait les bons choix dans votre carrière. Ouais. Les émissions de télé-réalité, tout ça, c'était pas trop votre truc en fait. C'est ce que vous racontez aussi. Ah non, je reconnais que je crache pas dessus, mais c'est vrai que les 2 dernières années d'Énergie 12, je pense que souvent les gens disaient mais qu'est-ce qu'il est pas aimable. C'est pas que j'étais pas aimable, c'est que je croisais l'invité dans les couloirs. Bonjour, c'est un technicien ou tout d'un coup je l'avais à l'antenne. Hey, et on me faisait des fiches, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, je reconnais que je les adorais, mais j'avais pas une curiosité énorme, tu vois, demander à Méline Etienne est-ce qu'il restait des jus de fraises dans le frigidaire. Non, c'est pour ça qu'on s'est pas engueulé. Bon, voilà, mais ça a été marrant aussi à une époque. Je pense juste que le problème, c'était 2 choses. La première, effectivement, c'est que je pense qu'une carrière, c'est savoir dire non, connaître sa valeur et se dire voilà, ça c'est pas pour moi. J'attends et être sûr de soi. La patience un peu. Voilà. Comme c'est quoi votre émission de rêve? Vous auriez rêvé faire quoi à la télé? C'est très simple pour moi la télé. Je ne regarde que ça. Pour moi la télé, c'est ce que vous faites ici. C'est une table, des gens autour. Un peu brillant ou charismatique et un talk. Non, je parle de vous. Ou très drôle, mais un talk. Moi, toute ma vie, j'ai regardé les Ruquier, on n'est pas couché, Coucou, c'est nous, c'est à vous, Cyril, vous, on peut plaire à tout le monde. Voilà, exactement. Mais tout le reste, tous les formats, Masked Singer, The Voice, jamais vu une. J'aurais pas le dire, parce que sur médias. La Star Academy que vous avez présentée à un moment, ça vous intéressait pas? Ah si, ça m'intéressait. Après j'ai grandi, c'est vrai que là depuis 3 ans je regarde pas du tout. Mais si, à l'époque j'adorais. Ouais. Et quand vous quittez, juste pardon, effectivement, c'est savoir dire non. Et la deuxième chose aussi, je pense, c'est que on me l'avait dit tout ça. On m'avait dit, ce que je vous dis, on me l'avait dit. Il faut faire du réseau. On m'avait toujours dit, fais au moins 2 déjeuners par jour. On m'avait dit, soit avec des journalistes, soit tu repères toujours le patron qui a été viré. Patron de France 2 viré, et tu mises sur lui pour l'avenir. Et comme ce sont toujours les mêmes qui tournent, il va se retrouver patron d'RMC, machin, il se souviendra que t'avais été là quand il faut être tellement. Et moi, je ne déjeune avec personne, rien. Quand c'est pas mes potes, je m'en fous. Donc voilà. Et ce qui fait que quand vous avez quitté Touche pas à mon poste en cours de saison, vous espériez qu'on vous appelle, et en fait, ça s'est pas produit. Il n'y a pas d'autres chaînes qui vous ont appelé à ce moment-là. C'est-à-dire que je n'imaginais pas que à ce point-là, j'étais vraiment pestiféré, quoi. Clivant, ouais. C'est vraiment aussi parce que vous aviez critiqué beaucoup de chaînes, critiqué beaucoup de producteurs dans Touche pas à mon poste. Ça joue aussi. Alors, bien sûr, mais pas que. C'est vrai que TF1, ils ont été durs avec moi, alors que s'il y a bien un qui défendait en permanence TF1, c'était moi. C'est vrai, j'aimais plutôt bien la chaîne, les émissions qu'il y avait. Alors, vous avez votre sœur qui bosse là-bas? J'ai ma sœur qui bosse là-bas, mais voilà, mais c'est pour ça, mais j'aimais bien. Et c'est vrai que, non, mais je pense que j'ai payé, mais c'est de ma faute, mais j'ai payé, oui, ma présence dans une émission où on critique beaucoup, d'un côté, et puis de l'autre côté aussi, je pense que les gens qui en voulaient un peu à Cyril, forcément, se faisaient un plaisir de taper sur les... Alors que le public vous adore. C'est vous qui le dites, j'en sais rien, mais... En tout cas, il y avait eu un vote qui avait été organisé sur le chroniqueur préféré des Français, vous étiez arrivé en tête, et c'est à ce moment-là que vous partez d'ailleurs. C'est adorable, mais on connaît tous à la télévision, surtout France Télé, des gens qui, je sais pas, enchaînent 5, 6, 7, 8 bides, rien ne marche. Et ils reviennent toujours, surtout le tolard, on sait pourquoi. Et t'as des gens qui marchent bien, mais voilà, peut-être les gens m'aiment bien, mais pas les chaînes. Il aurait mieux fallu l'inverse, mais bon. Et alors, vous allez quand même finalement faire votre retour, Mathieu Delormeau, dans alors, Feu TPMP devenu TBT9, le 1er septembre dernier, chez Cyril Hanouna, un retour que vous faites alors que ça fait que 2 mois que vous avez arrêté la drogue. Bon, un mois. Et ça se sent un peu sur votre première apparition. Merci Thomas pour le... un chouïa. On sent que vous avez du mal à articuler 2-3 mots. Bien sûr. Ça a été très compliqué ce retour. Horrible. Si je l'avais imaginé, heureusement que je ne l'ai pas imaginé. Et puis en plus, c'est vrai que je pensais que Cyril me mettrait autour de la table et en gros, on en ferait un moyen événement. C'était mal connaître Cyril, qui fait d'une voiture crevée un événement mondial. Donc oui, il me dit, tu passeras qu'à la fin, il y aura un quart d'heure, et il me fait passer à 21h13, on rend à 16. Mathieu est avec nous, comment ça va? Pas trop mal, ça va? On se revoit lundi? Horrible. Ça, j'avoue, c'était dur. Je dis pas qu'il l'a pas fait exprès, mais oui, on avait mal préparé le... Mais vous pensez que malgré tout, le fait d'être revenu à l'antenne, ça vous a aidé et fait en sorte que c'était la 3e cure de désintox que vous faisiez? Exactement. Cette fois-ci, ça a fonctionné quand même. En tout cas, là, ça a l'air de fonctionner. Oui, ce qui a surtout fonctionné, c'est que je me souviens que mon psychiatre me disait, c'était horrible, il me disait, voilà, Mathieu, pour vous en sortir, il vous faut un copain et un boulot. Le docteur, c'est parfait. Un boulot, je suis grillé, mais partout. Même pour faire une collab avec un PQ sur Instagram, personne ne veut de moi. Donc j'ai pas de travail.
Et un copain, vous m'avez dit vous-même, docteur, on va être honnête, comme ça je vous dis tout, à vous de choisir votre vie, mais quand vous arrêtez la drogue, il faut comprendre que la drogue anesthésie totalement votre cerveau. Ça veut dire que après la drogue, vous voulez vous réveiller le matin, il faut une pilule. Vous voulez dormir, il faut une pilule. Vous faites des cauchemars, j'avais une pilule contre les cauchemars. Vous voulez avoir de la libido, il faut une pilule. Oui, alors ça c'est très étonnant. Votre cerveau ne fait plus rien seul et vous voulez même être de bonne humeur, il faut prendre une pilule pour sécréter de la dopamine. Votre cerveau s'est mis sur off et il ne fait rien tant qu'il n'a pas une pilule. Donc il faut qu'il réapprenne, et ces 2 ans d'hibernatus, il faut qu'il réapprenne à faire son travail, créer de la dopamine, créer de la libido. Et donc j'ai dit au médecin, mais pour le moment docteur, j'ai 0 libido. Il me dit oui, ça va prendre à peu près 1 an, 1 an et demi. D'accord, donc je suis gay et je vais dire à un mec, hello, j'ai plus trop de thunes, j'ai pas de boulot, on va tomber très amoureux, mais on ne baisse pas pendant 1 an et demi. Ça te dit? J'ai dit docteur, vous êtes sérieux ou pas? Donc c'est vrai que le boulot au moins, il y avait un des 2 projets qui allait m'aider à m'en sortir. Voilà. D'ailleurs, vous parlez de ça, de votre sexualité de manière très libre, et vous l'avez toujours fait globalement, mais alors du coup j'ai été très étonné dans votre livre, et même un peu scotché par ce que vous écrivez, et qui explique d'ailleurs peut-être une part de votre mal-être, je sais pas, vous dites que pour vous l'homosexualité n'est pas quelque chose de normal, et que vous pouvez même être un peu gêné quand vous voyez des mecs se tenir la main. C'est étonnant d'écrire ça. C'est vrai que quand je l'ai écrit, je me souviens qu'il y avait quelqu'un dans l'édition qui m'a dit « T'es sûr qu'on va pas choquer, il n'y aura pas une assoce ?» J'ai dit « Écoute, voilà, c'est mon livre, j'écris ce que je veux, il n'y a rien de mal ou pas mal. C'est mon éducation à moi, dans une famille peut-être très bourgeoise, d'une autre époque, avec une grand-mère qui m'a élevé et que j'adorais. » Mais qui n'acceptait pas l'homosexualité. Pas du tout. Je me souviens, un jour, j'étais avec elle à déjeuner, elle me dit j'ai vu à la télé une émission, il y avait ton ami Fogiel, et puis il y avait une fille qui était autour de la table, une lesbienne, mais elle parlait fort. Il me semble que quand on est lesbienne, on se fait petite. Voilà. Et j'adorais ma grand-mère. C'est une autre génération. Ma grand-mère, un Allemand, c'était quelqu'un qui faisait la guerre, un gay, c'était quelqu'un de mal, c'était quelqu'un de malade. Donc cette génération-là, et oui, c'est vrai, du coup, je reconnais, je suis pas très à l'aise avec ma sexualité. Oui, j'aurais préféré être hétéro. Oui, j'aurais aimé avoir des enfants. Et puis, c'est tellement plus agréable d'être dans la norme. Dans la norme, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous ête gay, c'est à peu près 10% des gens. TDAH, comme mon cas, 5%. Gaucher, 10%. C'est con, mais gaucher, c'est pareil, tu gênes tout le monde. C'est plus facile d'être blanc, catholique, hétérosexuel, droitier, que l'inverse. Voilà. Écoutez, il y a 3 gauchers dans ce studio déjà ce matin. On est en majorité. C'est un signe de génie. Il y avait Napoléon, Hitler aussi. Pour finir, Mathieu Delormeau, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment guérir complètement de l'addiction, ou est-ce qu'on est condamné à compenser à vie, à remplacer ça par autre chose? Et est-ce que aussi la télé, finalement, pour vous, il n'y a pas une forme d'addiction dans la télévision, le fait que vous y retourniez aujourd'hui? Franchement non, parce que ce sera pas à terme la télévision. Ça sera pas non. Vous voyez pas aller jusqu'à la retraite à la télévision? Elle m'a amené un peu ce que je voulais au début, et puis j'aime bien la phrase de Patrick Sébastien justement sur l'alcool ou tout. Quand les emmerdes sont supérieures aux bénéfices, faut un peu arrêter. La seule chose que je voulais juste te répondre là-dessus, c'est très important pour les gens qui commencent. Oui, effectivement, une fois que tu as commencé, tu ne seras jamais guéri. Juste une phrase pour finir. L'autre jour, j'écoutais Jérémy Ferrari, 9 ans et demi, qui boit plus d'alcool. Il était au feu rouge avec son scooter. Il a dit, j'ai vu un mec boire une bière. J'ai tout de suite accéléré pour partir. J'ai eu une montée. Voilà, vous serez malade à vie. Franchement, essayez d'éviter de ça. Moi, maintenant, j'ai un monstre en moi que je dois calmer tous les jours pour pas qu'il me bouffe. On espère que vous allez continuer comme ça à contenir ce monstre. Mathieu Delormeau, merci beaucoup. Avec des gens comme vous, oui. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous en parler ce matin de ce très beau livre, Addiction. Il a suffi d'une fois. Merci c'est aux Thomas, éditions merci d'avoir lu. Merci. Merci beaucoup.